Ah, c'est bon. J'ai vu de nombreuses vidéos qui expliquent l'histoire de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Apprends-moi des trucs, Someboy. Mais il reste une question que je lis dans beaucoup de commentaires. Est-ce qu'on assiste à une situation de racisme inversé? Moi, je suis de la 7e génération en Nouvelle-Calédonie et on me traite de sale blanc, retourne chez toi. Il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est tabou en métropole et qu'il ne faut pas en parler. Quand vous allez... Ah oui, donc c'est ce gars, hein. C'est ce gars, hein. Maintenant, on l'identifie. Comment il s'appelle déjà? Il n'y a pas son petit nom, là? Et moi, je suis de la 7e génération en Nouvelle-Calédonie et on me traite de sale blanc, retourne chez toi. Il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est tabou en métropole et qu'il ne faut pas en parler. Quand vous allez à Fidji, c'est des Fidjiens. Quand vous allez à Tahiti, c'est des Tahitiens. Quand vous allez à Wallis, c'est des Wallisiens. Il n'y a qu'ici en Calédonie, quand vous arrivez, c'est des autres personnes qu'on retrouve dans les instances. On a vraiment l'impression que le racisme est inversé. Alors pour clarifier la situation, Les locks sur le côté, c'est pas mal stylé. Waouh, je peux pas relate, mais oui. je vous propose une réflexion sur la manière dont le racisme fonctionne. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé d'avoir des dreadlocks. Ça n'a pas duré très longtemps. Oh non, le reveal. Ah, le reveal de moi, j'ai essayé d'avoir des dreadlocks. Ah, je me frottais les cheveux comme ça, là, pour qu'ils... Et surtout, à quoi il sert dans le contexte de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Je quitte ce stream. Mais laissez-moi, j'avais 16 ans. Bien entendu, la crise actuelle en Kanaki ne se limite pas à des questions de racisme, il y a aussi une dimension économique et politique complexe, mais je crois qu'il faut prendre le temps d'analyser la dimension raciste, car elle revient beaucoup dans les argumentaires des différents camps. Vous êtes sur la chaîne Histoire Crépue, ici on parle d'histoire coloniale sans jugement et sans tabou. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, partagez, contribuez financièrement en passant par notre site histoirecrépue.fr. Alors pour commencer, il faut comprendre une chose. La Kanaki Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas la France. Oui. La Kanaki Nouvelle-Calédonie est un archipel d'Océanie En même unique. temps, je pense que même les gens qui veulent défendre le contraire, ils le savent un petit peu quand même. Il y a quand même une différence de territoire, quoi. En son genre. Ce n'est ni un département, ni un territoire, ni un pays d'outre-mer français. C'est une collectivité territoriale sui generis, un statut spécifique qui n'existe nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui rend ce territoire si unique? Selon l'ONU et le droit international, la Kanaki Nouvelle-Calédonie est un territoire en cours de décolonisation. Aujourd'hui, il est administré par le ministère des Outre-mer français, mais ce n'est pas un outre-mer. La Kanaki Nouvelle-Calédonie a son propre gouvernement indépendant de celui de la République française. Elle possède également un congrès et un sénat coutumier kanak. Mais l'indépendance de ces institutions est limitée car la France, en tant que puissance Ah, sirop sans codéine, tu vas me casser les couilles, c'est bon, hein. tutélaire, conserve le contrôle des pouvoirs régaliens. Les relations extérieures, le contrôle de l'immigration, la monnaie, puisque la Kanaki utilise la monnaie coloniale du franc Pacifique, la défense, la justice, la fonction publique et le maintien de l'ordre. Étant un pays en voie de décolonisation, les habitants de Kanaki Nouvelle-Calédonie ont leur propre citoyenneté, la citoyenneté calédonienne qu'ils peuvent cumuler avec la citoyenneté française et Ok, donc c'est déjà le cas. la citoyenneté européenne. Mais attention, les citoyens français ne sont pas automatiquement des citoyens calédoniens. En tant que colons, ils n'ont donc pas le droit de voter dans les institutions réservées aux citoyens calédoniens. Cette situation est très différente du reste des Outre-mer français. Par exemple, si vous êtes de Bourgogne-Franche-Comté et que vous allez en Guadeloupe, vous pourrez voter car la Guadeloupe est un Outre-mer français. Oui. En Kanaki Nouvelle-Calédonie, en tant que Français, vous êtes dans un pays en voie de décolonisation et vous n'avez donc pas le droit de voter sur certains sujets réservés aux citoyens calédoniens. Oui, voilà, oui. Surtout si le sujet du vote c'est « faut-il devenir français ou finaliser l'indépendance ?» Seuls les citoyens calédoniens peuvent répondre à cette question. Et donc le dégel électoral, c'est de s'attaquer précisément à ça. Mais alors, qui sont les citoyens calédoniens? Les citoyens calédoniens se répartissent en 3 groupes principaux. Les Kanaks, les Caldoches et les autres immigrants. La Les métros? communauté la plus importante est celle des Kanaks, présents depuis 3000 ans sur l'archipel. Ils sont organisés en plusieurs clans et tribus, parlant plus de 25 langues différentes. Ah ouais. L'arrivée des Européens a décimé près de la moitié des Kanaks, en grande partie à cause des maladies venues d'Europe et des mauvais traitements. Les Kanaks ont été confinés dans des réserves, soumis au travail forcé et au code de l'indigénat. Jusqu'en 1946, ils n'avaient ni le droit de vote, ni le droit de représentation politique. Aujourd'hui, les Kanaks représentent environ 41% de la population de l'archipel. Cependant, ils subissent de fortes inégalités. Une grande partie des Kanaks vivent sous Oh, très intéressant ça. Niveau d'éducation.
Les Kanaks, sans diplôme, brevet des collèges. Ah ouais, 46%. Hein. Les Européens, 11%. Moyenne Nouvelle-Calédonie, 31%. Moyenne France métropolitaine, 19%. Ah ouais, mais ça montre à quel point c'est vraiment les cerveaux métropolitains qui débarquent, quoi. Merci Shokage. Bac plus 2 ou plus. Oui. Oui, 8%. Hein. Sous le seuil de pauvreté, 46% se sont arrêtés au brevet des collèges et ils constituent plus de 90% de la population carcérale. La deuxième communauté, ce sont les Caldoches, qui possèdent également la citoyenneté calédonienne. Ce sont les descendants des colons français présents depuis plusieurs générations puisque la Kanaky Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement où la France a massivement installé des colons pour devenir plus nombreux que la population locale. Elle a fait venir des milliers de prisonniers dans des bagnes coloniaux ainsi que des colons libres venus s'enrichir. Les Caldoches d'aujourd'hui sont donc les descendants de ces... Waouh, c'est vraiment des ricains. C'est des ricains mentaux. Waouh. C'est vraiment des cow-boys. Ils sont là avec waouh, ça fait bader. Imagine tu vois ça, mais je suis terrifié. C'est le Far West. Diverses populations blanches. Les ricains bandent pas sur ça, mais arrêtez de mentir, ceux qui portent des chapeaux comme ça, là, c'est des ricains. La troisième communauté est composée d'immigrants venus au fil du temps pour diverses raisons, souvent à la recherche de travail. On y trouve des Polynésiens, des Vietnamiens, des Métis et des Blancs venus récemment... Caldoche et Pieds Noirs, même destination, la métropole, mais arrêtez avec ça, c'est même pas ce qui est demandé. Ah, vous comprenez pas. Ça casse les couilles. De métropole qu'on appelle les... Et en fait, c'est même injurieux pour les indépendantistes, c'est pas ce qu'ils demandent en fait. Métro. Ah oui, mais en fait, l'inversement du colon mental, c'est de penser que la seule situation pour que ça dégénère pas et pour résoudre la situation, c'est que les gens rentrent chez eux. Mais au bout d'un moment, c'est pas ce qui est demandé. C'est précisément une terre où ça se voit que les gens ils ont fait des efforts pour essayer de vivre ensemble. Et par effort, j'entends pas forcément ceux de la part des colons, plus de la part des Kanaks, qui ont fait des concessions vis-à-vis du droit, vis-à-vis du fait de pas seulement se plaindre qu'il y ait des blancs, mais d'essayer je sais pas, de créer un pays ensemble. Bref, il y a tout ce discours-là. Bref. Belle Nouvelle-Calédonie. Les immigrés arrivés avant 1988 possèdent la citoyenneté calédonienne, tandis que ceux arrivés après 1988 sont considérés comme des étrangers ou des colons français sans droit de vote sur les questions réservées aux citoyens calédoniens. Mais attention à ne pas avoir une vision trop binaire de la situation. Certains Caldoches peuvent soutenir les indépendantistes et inversement, certains Kanaks peuvent être loyalistes. Et pareil pour les immigrants. Ce n'est donc pas une guerre de race où on verrait se battre tous les Kanaks contre tous les blancs, mais c'est quand même un conflit racialisé à cause de l'histoire coloniale de l'archipel. Parlons-en. Comment le colonialisme fonctionne-t-il? J'ai à dire rapatriement. Bah oui, mais en fait, ce qui est horrible, c'est que la manière dont la situation s'envenime fait que ça peut devenir un risque, en fait. Si l'île, elle est reprise et que tu as poussé à bout des gens, tu les as fait se massacrer pour réussir à obtenir leur indépendance, bah oui, tu vas peut-être retrouver dans une situation où ce qu'ils vont demander purement et simplement, c'est le rapatriement. Mais ça sera de ta faute. Parce que t'as foutu la merde, parce que t'as envenimé la situation, parce que t'as fait monter la haine, en fait. Alors qu'à la base, il y avait d'autres processus de décolonisation qui auraient permis de faire en sorte que les gens restent, vivent ensemble et tout ça. Enfin... Cause de l'histoire coloniale de l'archipel. Parlons-en. Comment le colonialisme fonctionne-t-il en Kanaky? Je sais pas si vous savez, c'est quoi la différence entre Caldoche et Kanak? Les Kanaks, c'est les locaux, les gens qui habitaient sur l'île avant. Et les Caldoches, c'est soit des bagnards, soit des entrepreneurs blancs qui sont venus habiter dans le contexte colonial. Nouvelle-Calédonie. Depuis l'arrivée des colons français, le système colonial s'impose avec une efficacité redoutable grâce à une technique clé, le racisme. Le racisme n'est pas seulement un sentiment, ni une faute morale, ni même simplement de la xénophobie, qui est la peur de l'étranger. Le racisme, c'est... Caldoche, c'est pas les descendants des colons. Bah si, c'est ce que je viens de dire. Mais là où la situation est plus complexe que ça, c'est qu'il y avait aussi des bagnards. Et les bagnards, c'était des trimeurs, quoi. Enfin, c'était pas globalement les gens qui mettaient les pieds sous la table et... Enfin voilà, c'est une situation plus complexe.
Donc, quelque chose de y a des enfin, comment dire, il y a des liens qui se sont construits avec le temps. Enfin, c'est plus complexe que ça. plus précis. C'est une technique inventée par les puissances coloniales européennes pour organiser la xénophobie autour du concept de race et assurer Louise Michel était en Kanaki, bah voilà. la domination européenne. Cette technique classe les gens en catégories raciales, créant une hiérarchie facilement identifiable avec les couleurs de peau. Par exemple, toutes les populations perçues comme blanches sont regroupées dans une même case, même si les Catalans n'ont rien à voir avec les Suédois. Être blanc signifie être supérieur, avoir le pouvoir et bénéficier de privilèges inscrits dans la loi coloniale. D'autres groupes, comme les Asiatiques, sont rangés dans des catégories. Ah là là, hein. L'Occident est indéfendable. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y aura des racistes pour dire que j'ai envie de baiser des pieds. Mais c'est pas ça la question, c'est que c'est indéfendable. Au bout d'un moment, c'est... quel destin on veut? On veut le déni, on veut la violence ou on accepte les torts historiques quoi. Intermédiaires, tandis que les Noirs sont placés tout en bas et sont donc défavorisés par les lois coloniales. Le racisme fonctionne comme une classe sociale. Pour donner un exemple, dans un système féodal, un noble, qu'il soit riche ou pas, est toujours supérieur à un paysan. De même, dans le système colonial, un blanc, même bagnard, est supérieur au plus respecté des chefs kanaks. Baiser les pieds, mais c'est en référence au fait que je crois que c'était un peu au début du mouvement BLM et tout ça. Aux États-Unis, il y avait des blancs qui baisaient les pieds des noirs. Et du coup, ça a été repris par l'extrême droite. L'image a circulé partout en mode dès qu'il y avait un blanc qui essayait un peu d'avoir un discours antiraciste, qui à l'époque était un discours assez culpabilisant en fait. Enfin, genre en mode ah, je suis un blanc, excusez-moi pour la colonisation, etc. Des trucs comme ça. Ce qui n'est pas une manière très correcte de penser la chose. Enfin, je veux dire. Individuellement, les gens, ils naissent dans un système, on leur met des choses dans la tête, c'est pas forcément leur faute. Après, il faut qu'il y ait un réveil, quoi. Politiquement, si tu fais face à la question, faut pas entrer dans le déni. Mais je veux dire, on peut pas non plus mettre une responsabilité pleine et complète sur des petits blancs qui naissent et qui, globalement, bon, voilà, quoi. Sont pas spécialement... ne se sentent pas si concernés que ça par le sujet, puisque tout est fait pour qu'ils ne se sentent pas concernés. Donc évidemment, tu peux pas juste leur taper dessus. Donc c'est un peu débile comme réflexe antiraciste pour des blancs. Mais voilà. Mais à l'époque, oui, les racistes utilisaient beaucoup ce truc-là pour se moquer. En mode ah bah oui, tu t'es un blanc, tu veux être antiraciste, tu veux baiser des pieds de noir quoi. Enfin, ouais voilà, c'était le truc un peu facile. Merci EEAE. C'était vraiment la période Raptor et tout ça. Après, c'était ouais, du coup, c'était pas BLM, c'était avant. On crée des sortes de classes raciales. Ce privilège racial Excuse-toi, j'ai dit. Je m'excuse pour tout. Je m'excuse pour tout. Je m'excuse pour tout. Non, en plus, moi, je crois que j'ai... Du côté de mon père, il y a eu des propriétaires d'esclaves, je crois. Voilà, donc oui, bah, je m'excuse, quoi. Renforcés par des structures politiques et économiques qui favorisent les Blancs. Et ça se manifeste très clairement. Par exemple, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, en 1956... Mais oui, les gens, je vous ai jamais raconté cette anecdote où une fois, je crois que j'étais en vacances avec mon père et je cherche sur Internet l'annuaire. Et dans l'annuaire, je cherche notre nom de famille. Et du coup, je cherche notre nom de famille et d'un coup, je dis à mon père « Waouh, mais regarde papa, c'est incroyable !» En fait, on a plein de cousins et de cousines. Regarde, ils habitent dans des pays, ils habitent à l'étranger, il y a des noirs et tout, c'est incroyable, on a une famille très large en fait. J'étais heureuse un peu, j'étais en mode waouh, on a une famille de fous. Et lui, il m'a dit bon, assis-toi, il faut que je t'explique un truc. Il faut que je t'explique que bon, c'est pas la famille en fait. Ils ont ton nom de famille, mais c'est peut-être pas oui. Manifeste très clairement. Par exemple. Famille de Béquet. Non, c'est parce qu'en fait, du côté de mon père, c'était des marins. Donc globalement, la majorité de la famille, c'était des pêcheurs pauvres qui sont morts en mer et tout ça. Mais il y en a, à mon avis, ils ont step up un peu dans la méta. Et vu que c'était des marins, il y a eu du commerce d'esclaves, il y a eu des trucs coloniales et tout ça. Et donc on connaît pas trop, mais du coup, voilà, bref. En Kanaki Nouvelle-Calédonie, en 1956, les Blancs sont la communauté la moins nombreuse, et pourtant c'est quand même leur langue, leur monnaie, leur force de l'ordre, leur justice, leurs médias et leur politique qui dominent. Ils ont step up dans la méta. Oh, le glow-up colonial. Ah. Bah à l'époque, t'avais un bateau, soit t'allais pêcher du hareng et t'étais pauvre, soit tu te mettais à faire du commerce d'esclaves, quoi.
Alors les Européens ne sont pas les seuls à avoir mis en place des systèmes de domination. On est bien d'accord. Par exemple, on peut parler du suprématisme Han dans le contexte chinois. Mais ce suprématisme a une histoire, un fonctionnement et une logique différente de ce qu'on appelle le racisme. Le racisme, c'est vraiment ce système de suprématie créé par les Européens dans le cadre de leur conquête coloniale. Et si on le retrouve partout dans le monde, ce n'est pas parce qu'il fait partie de la nature humaine ou qu'il est universel. C'est tout simplement parce qu'il a été installé partout où les colons européens se sont installés. Ce sont donc les Blancs qui créent la catégorie blanc, parce qu'elle est utile pour eux. Ce sont encore les Blancs qui créent et imposent la catégorie Kanak. Oui. Ce ne sont pas les peuples Kanak qui ont imaginé et mis en place ce système binaire. Et vraiment, je trouve que la pirouette la plus fascinante de l'Occident, c'est d'avoir vraiment essayé de faire table rase de toute cette histoire et d'en arriver vraiment à ce que des gens, sincèrement, aujourd'hui, quand ils naissent en France, quand on leur parle de ce type de débat, ils sont en mode « mais c'est derrière nous tout ça ». Genre moi j'ai un noir dans ma classe. Je peux pas être raciste, je peux pas hériter de cette histoire. C'est derrière moi, quoi. Enfin, les histoires coloniales, ça n'existe plus. Pourtant, ils sont obligés de vivre avec. Et tout ça dans une période très courte, en fait. C'est ça qui est fascinant. La guerre d'Algérie, c'est 62. Rendez-vous compte, c'est même pas un siècle. Et on a déjà réussi à construire des générations de gens qui ne se sentent plus concernés par tout ça, quoi. On leur apprend à valoriser la culture blanche et à intérioriser... Et justement, moi ce que j'ai l'impression, c'est que le retour du bâton, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est que la nouvelle génération, précisément, genre... Mais c'est grâce à Internet, les gens. C'est encore une fois, c'est Internet, hein. C'est trop bien, hein. En fait, genre... En fait, c'est comme... J'ai envie d'être marxiste. C'est comme la division du travail. La division du travail, c'est un outil très très fort. Genre dans une usine. Ok, alors certes, il y a l'exploitation capitaliste, il y a le fait de mettre les gens au travail, de les salarier, d'avoir un patron et de globalement pas pouvoir les faire évoluer. Mais il y a une autre dimension qui est très importante aussi dans l'industrialisation à l'époque. C'est la division du travail, c'est Ford et tout ça. C'est le fait qu'en fait, toi en tant qu'ouvrier, tu n'apprends plus à avoir des capacités pour pouvoir te débrouiller tout seul. Aujourd'hui, un ouvrier qui travaille dans une usine de bagnole, globalement, il sait pas construire une bagnole. Il sait être un agent à une étape de la chaîne de construction qui est capable de construire une bagnole. Ça veut dire que peut-être que lui, son truc, c'est de s'occuper des roues. Simplement poser une jante sur la roue, et puis ensuite la roue, elle part dans un autre secteur de l'usine pour être ajoutée à la carcasse de la bagnole et tout ça. Bref, la division du travail, c'est la perte d'un savoir. Et en fait, encore une fois, Internet, ça fout la merde de fou, parce que cette division du travail, c'est hyper importante, parce que ça minimise la capacité qu'ont les travailleurs à se dire qu'ils ont le pouvoir de se passer du patron, le pouvoir de reprendre l'usine, le pouvoir d'être capable de faire le métier et de le comprendre pleinement. Sauf que globalement, ils s'en sentent plus capables. En fait, c'est cette sensation que ça insinue chez toi. Même un travail de bureau. Quand ton travail de bureau, c'est juste, je sais pas moi, de cocher des cases dans des listes et dans des fichiers Excel et de pas savoir exactement de quoi ça parle et à qui c'est destiné. Et simplement être un rouage dans une étape un peu de, je sais pas moi, d'administration, de trucs de papier et tout ça, bah en fait tu te sens dépossédé de tout le rouage, parce que tu n'évolues pas de manière à connaître chaque étape de la boîte dans laquelle tu bosses. Tu ne fais juste qu'une petite action dans ce rouage. Et précisément, on ne veut pas que tu saches comprendre chaque étape, à moins de devenir un manager et d'être là pour manager des gens dont tu veux qu'ils ne comprennent pas toutes les étapes du travail qu'ils font. Parce que sinon, en fait, ce savoir-là, c'est une arme. Je veux dire, un employé, s'il a ce savoir-là, si demain il fait grève, il est capable de reprendre le taf et sans toi, en fait. L'imitation des compétences, bah oui. Mais en fait, c'est pareil, comment dire, c'est pareil du point de vue politique, du point de vue de la compréhension du monde. Internet, ça fout la merde. Parce que globalement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que t'as un mec, il bosse à l'usine et on lui demande juste de s'occuper des jantes d'une roue, mais demain, si lui, il veut apprendre à réparer une bagnole, il a 100 000 tutos sur Internet et il est capable de se démerder pour devenir mécanicien à son compte, en fait. Et ça fout la merde de fou. Ça fout la merde du fou. Parce que maintenant, une fois qu'il se retrouve à l'usine et qu'on lui demande de juste faire cette tâche-là, il est triste. Il comprend pas ce qu'il fout là. Il comprend pas pourquoi il est pas respecté pour son savoir. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la transmission du savoir, elle est trop forte sur Internet. Enfin, moi, je pense que le dérèglement, précisément le dérèglement de l'Occident, c'est le partage des savoirs sur Internet. À plein de niveaux. Politiquement, mais aussi du point de vue du travail et tout ça.
Twitch 2027, bah oui, enfin, comment dire, ça, tous ces devs autodidactes, alors que normalement tu connais qu'un bout du truc, bah oui. Oui. Mais du coup, du point de vue de la politisation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias fonctionnent plus, l'appareil médiatique fonctionne plus, l'appareil politique fonctionne plus, les mots d'ordre, les chiens de garde, ça fonctionne plus, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils finissent par ne plus s'informer là. Ils finissent par venir sur Twitch ou sur YouTube ou sur machin, et puis les choses allant, bah, tu construis une génération qui s'informe différemment. Ou même qui apprend son travail différemment, qui apprend son métier différemment, et qui s'émancipe de toutes les structures de division du travail ou division de l'information, ou enfin bref. C'est trop bien, hein, mais après ça rend triste, hein, parce que, ok, on sait des choses, mais on est toujours dans un système qui n'est pas censé fonctionner pour qu'on sache des choses. Propre infériorité. Cette domination devient une habitude pour les colons et pour les colonisés, puisqu'elle est enseignée et renforcée par le système éducatif colonial. Vous habitez dans un pays du Pacifique. Alors, est-ce qu'ils sont réellement vos ancêtres, les Gaulois? Oui. Quel enfer, hein. Ça, c'est un des trucs qui me choque le plus, hein. Merci, Senzo. Vous êtes sûr? Oui. Comment vivaient-ils, les Gaulois? Comme des sauvages. Comme des sauvages. Waouh. Donc, comme vous autres. Comme vous autres. Waouh, mais... Le racisme est donc Waouh, c'est trop... Waouh. C'est terrifiant. un système de domination qui crée des classes raciales et qui permet à la colonisation de fonctionner. Sans racisme, les gens seraient égaux, ils pourraient tous avoir le même poids politique, avoir des postes à responsabilité, bref, sans racisme, impossible de faire fonctionner la colonisation. N'oubliez jamais ça, le racisme n'est donc pas simplement de la xénophobie, le racisme c'est bien une technique, un outil qui permet de mettre en place la domination coloniale européenne. C'est une structure de pouvoir qui privilégie les blancs, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est un outil politique. Oui, mais la violence et le toupet de l'outil politique qui est de dire que leurs ancêtres c'était des Gaulois, elle est quand même fascinante. Il y a plein de manières perverses de réussir à obtenir l'ordre. Mais cette manière-là, elle est tellement grossière que genre même aucun gamin ne peut se persuader de ça. S'il dit oui, c'est juste parce qu'il est en classe et qu'on lui dit de respecter ce que le prof dit, quoi. Mais personne ne croit à ça. Merci, Grey Fox. Avec ce système. L'Empire n'a jamais pris fin, oui, hein. Pauvre Gaulois, hein. Pauvre Gaulois. Hein. Mais très intéressant comme passage, hein. Finalement, les Gaulois, on les présente quand même comme des sauvages. Regardez, hein, l'Empire romain. Hein. Ah bon, bah, vos ancêtres, c'est les Gaulois, mais quand même, il y a eu l'Empire romain, c'est pas plus mal. Ça vous a civilisé un petit peu. Donc, on vous ressemble un peu, vous autres, les Kanaks. On était des sauvages avant. Et puis après, on a eu Jules César qui nous a appris à manger à table correctement et à faire notre déclaration d'impôt, quoi. C'est ce qu'on appelle la suprématie blanche ou le racisme systémique. Comprendre cette dynamique va nous aider à savoir si le racisme est en train de s'inverser aujourd'hui en Kanaki-Nouvelle. Pacom a tout déconstruit. Bon, après Dosé, c'est pas lui non plus qui déconstruit tout. Mais là où le travail de Pacom est très intéressant, c'est que c'est pour ça les petits historiens qui lui crachent dessus sur Twitter. Moi, je suis d'accord. Pacom, peut-être que du point de vue historique purement et simplement, scientifique, il est peut-être pas tout à fait bon sur certains sujets. Parfois, il se trompe. Mais désolé, mais je préfère ça que des historiens qui se contentent de se ranger derrière la table, d'avoir leur petit chair à l'université ou des choses comme ça, mais qui ne remettent jamais en question le roman national, par exemple. Genre, je sais pas, genre, normalement, t'es historien, tu sais que tu fais face à une aberration vis-à-vis du roman national et tout ça, mais non, tu n'interroges pas ça. Tu restes derrière ta chaise, enfin non, tu restes sur ta chaise doucement et tu te contentes de raconter les faits, et de ne pas interroger les contradictions du roman national, quoi. Va nous aider à savoir si le racisme est en train de s'inverser aujourd'hui en Kanaki-Nouvelle-Calédonie ou pas. Et pour ça, revenons à notre histoire. Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. 21 morts, 19 indépendantistes kanaks et 2 militaires. Il y a malheureusement une minorité d'extrémistes, de terroristes, qui ne croient qu'en l'assassinat, qu'en la violence, qu'ils sachent qu'ils ne trouveront pas au bout du chemin la réalité de ce qu'ils souhaitent. Tous les anciens colonies françaises ont payé le prix qu'il a fallu pour leur liberté. En 1984, les Kanaks se soulèvent, érigent des barrages et pillent des magasins. Pourquoi ? Parce que François Mitterrand vient d'être élu président et qu'il avait promis de reconnaître l'identité des peuples d'outre-mer. Mais une fois au pouvoir, il trahit sa promesse en proposant le statut lemoine qui déçoit profondément les indépendantistes kanaks.
Ah, attendez, ça m'intéresse parce que je connais pas. En proposant le statut lemoine. Pour les peuples de l'outre-mer français qui réclament un véritable changement, ouverture d'une ère de concertation et de dialogue à partir de la reconnaissance de leur identité. Mais c'est quoi le statut lemoine? Attendez. Là, j'ai besoin de comprendre, c'est important. Statut lemoine. Gouvernement du territoire est une institution, dit le statut lemoine du nom du secrétaire d'État des Dom-Tom, Georges Lemoine, afin de servir d'exécutif à ce territoire d'outre-mer en remplaçant le... Attends, quoi? Gouvernement des territoires d'outre-mer. Oui, ça veut dire que plutôt que d'aller dans le sens d'une reconnaissance des identités indépendantistes, il est allé dans le sens de on va créer un gouvernement des territoires d'outre-mer, quoi. On va juste créer un truc qui s'occupe d'eux particulièrement. Un nouveau statut dit Fabius Pisani, car initié par le Premier ministre. Composition et mode de désignation. Le président du gouvernement du territoire est élu en son sein par l'Assemblée territoriale, au scrutin secret et avec un quorum nécessaire de 3/5 des conseillers territoriaux présents. Majorité absolue est nécessaire pour être l'élu aux 2 premiers tours. Le cas échéant, la majorité relative suffit au 3e tour. Le président ainsi 6 ministres. Ouais, ça a l'air d'être un bisbis, quoi. Un bisbis administratif, un peu. Un ministère des colonies, bah oui. Un peu ça, quoi. Qui déçoit profondément les indépendantistes kanaks. Ils se rassemblent pour fonder le FLNKS, dirigé par Jean-Marie Djibaou, déterminé à réclamer l'autodétermination de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Jean-Marie Djibaou, c'est une figure politique que vous devez absolument connaître. C'est une sorte de mélange entre Martin Luther King et Malcolm X. C'est un des pionniers des luttes actuelles pour l'émancipation kanak. En 1984, il organise Mélanésia 2000, un grand festival culturel qui fédère les tribus kanak sous une identité commune. Ton peuple souverain est fier pour proclamer, face au monde, face à l'histoire, ta souveraine liberté au Kanaki, mon pays. Et vive Kanaki! Oh. Merci Charna. C'est à ce moment que le terme Kanaki est choisi par les indépendantistes pour nommer l'archipel et que le drapeau qu'on connaît est créé. Désormais, l'indépendance est revendiquée sous la bannière de la Kanaki. Rapidement, les affrontements éclatent dans la ville de Thiou contre des loyalistes caldoches qui ont formé des milices d'autodéfense. Putain, ouais, on revit la même situation. Hein. Ils estiment que le pouvoir colonial les a abandonnés. Si les autorités refusent de faire le travail, nous le disons officiellement et nous irons les chercher. Putain, c'est une dinguerie à quel point c'est un copier-coller. C'est une réaction légitime. Vous irez avec des armes? Nous n'irons pas avec des bouquets de fleurs. Le gouvernement français envoie Pisani pour rétablir l'ordre, mais c'est trop tard. La violence s'intensifie. À Yengen, 10 indépendantistes, dont 2 frères de Jean-Marie Djibaou, sont tués par des loyalistes. Qu'avez-vous dans votre cœur ce matin, monsieur Djibaou? J'essaie de ne pas avoir de haine. Malgré sa douleur, Djibaou appelle à la désescalade pour éviter un bain de sang. Les Kanaks se retirent, abandonnent les barrages, la police capture les auteurs de l'embuscade et entame une procédure judiciaire. Pendant l'accalmie, Pisani propose des pourparlers pour imaginer une indépendance d'association. Mais les discussions sont perturbées par un nouvel assassinat, celui du fils d'un grand éleveur caldoche. Les caldoches s'en prennent alors aux forces de l'ordre et aux indépendantistes, furieux de ne pas être protégés par la France. Ils menacent de se dissocier de la métropole et de diriger la Kanaki Nouvelle-Calédonie de façon autonome. Ah ouais. Putain, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une sorte de lore caldoche, de propriétaires qui se concertent entre eux pour essayer de se... Même juste d'avoir une espèce de terre coloniale, de se dissocier du gouvernement si jamais il va pas dans leur sens. C'est quelle année ça? Ça c'est 84. Comme les colons blancs l'ont fait aux États-Unis ou en Australie. La Nouvelle-Calédonie n'est pas coupée en deux, que ce n'est pas nous qui faisons du racisme, mais les indépendantistes. À cette époque, les caldoches représentent moins de 30% de la population de l'archipel, et pourtant, la France va choisir leur camp. Sans les caldoches, elle perdrait immédiatement le contrôle. Pour assurer le maintien de l'ordre colonial, on utilise la... Merci Alt F4.
solidarité blanche, alors que dans la réalité, les caldoches et les métros se méprisent mutuellement. La France déploie le GIGN pour traquer les assassins présumés du jeune caldoche. Éloi Machoro, l'un des leaders du FLNKS, est tué par les forces de l'ordre. En janvier 1985, Jacques Chirac devient Premier ministre et envoie Bernard Pons pacifier la Kanaky Nouvelle-Calédonie avec des milliers de militaires et de gendarmes. Les indépendantistes kanaks vivent cette occupation comme une humiliation, et le pire, c'est le verdict de l'embuscade de Yengen. Les auteurs de l'embuscade qui a tué 10 indépendantistes kanaks sont relâchés par la justice qui prononce un non-lieu. C'est quand même terrible, la justice aurait pu ouvrir un procès et prouver leur innocence. Mais c'est bien pire, un non-lieu, ça veut dire que le procès n'est même pas ouvert. On estime que les milices d'autodéfense ont agi en état de légitime défense. On passe donc à autre chose. Non. Comment accepter une telle injustice quand on sait que de l'autre côté, les présumés assassins... Là, c'est très intéressant de voir ce qui va se passer aussi avec les morts qu'il y a eu là. Est-ce que ça va être la même chose en fait? Il va falloir les juger ces gens-là. On va se retrouver dans la même situation. Hein. Du jeune caldoche ont été exécutés sans procès par le GIGN. Les indépendantistes kanaks se remettent en question. Ils cherchent de nouveaux moyens de lutte non violente. En 1987, la France organise un référendum sur l'indépendance. Le FLNKS décide de le boycotter pour critiquer la méthode du gouvernement. C'est donc le non à l'indépendance qui l'emporte à 98%. Mais les Kanaks n'ont pas voté. Jean-Marie Tjibaou se tourne alors vers le... Ils n'ont pas voté, ok. Mouvement des pays... Oui, c'était un boycott du coup, ok. Non alignés à l'ONU, obtenant la résolution 4141A, affirmant le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance. À partir de là, il essaye d'attaquer la France en justice pour non-respect de sa mission qui serait d'accompagner la Kanaky Nouvelle-Calédonie vers cette indépendance. Et c'est alors qu'arrive le drame qui va traumatiser toute la Kanaky Nouvelle-Calédonie. La grotte d'Ouvéa. Il me semble que c'est ça, c'est des militants qui essayaient de prendre un commissariat et puis ça a dégénéré. En 1988, alors que la campagne présidentielle bat son plein en France, des élections régionales sont organisées en Kanaky Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS opte pour une campagne de désobéissance civile pacifique, il appelle les Kanaks à boycotter les élections et forme des groupes pour occuper les gendarmeries, remplaçant le drapeau français par le drapeau kanak. 2 jours avant le vote, le 22 avril 1988, 60 indépendantistes kanaks décident d'occuper la gendarmerie d'Ouvéa, une île de l'ouest de l'archipel. Les gendarmes, pris de panique, ouvrent le feu. La situation dégénère, les Kanaks décident alors de prendre en otage 27 gendarmes et se réfugient dans une grotte. En pleine élection présidentielle, la France est sous le choc. Le GIGN et l'armée sont dépêchés sur place mais peinent à localiser la grotte. Pour la libération des otages, les Kanaks proposent 3 conditions. L'annulation des élections régionales, la mise en place d'un référendum d'autodétermination, le retrait complet des forces de l'ordre françaises. Les journalistes sont interdits sur l'île, les militaires contrôlent tout, coupant les télécommunications et les accès. Face aux indépendantistes, la France n'hésite pas à violer les règles essentielles de la guerre, se comportant comme une véritable dictature. Le 5 mai 1988, un piège est tendu aux Kanaks. On leur fait croire qu'une équipe de journalistes vient filmer leurs revendications. Et pendant 8 heures, les Français enfument la grotte avec des gaz lacrymogènes. Les Kanaks finissent par se rendre. Et selon les témoignages des survivants, plusieurs hommes sont exécutés de sang-froid par Je savais pas que leur méthode, ça a été fourbe comme ça. Les militaires français. Au total, le massacre d'Ouvéa a coûté la vie à 6 militaires français et 19 indépendantistes kanaks. Vous comprenez maintenant le contexte historique ultra-violent de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Et la situation actuelle de 2024 rappelle cette période. Barrage indépendantiste kanak, milice d'autodéfense caldoche, référendum boycotté, intervention du GIGN et de l'armée, pillage et saccage de magasins. Ouais. Alors comment le gouvernement a-t-il, à l'époque, réussi à mettre fin à ces conflits? Pour éviter une guerre meurtrière, les leaders Caldoche et Jean-Marie Tjibaou ont accepté de discuter. Les indépendantistes kanaks ont accepté de reconnaître les Caldoches et les immigrants comme des Calédoniens à part entière. On parle désormais du peuple kanak autochtone qui doit décider du sort de l'archipel en dialogue avec les communautés victimes de l'histoire. Putain, c'est une autre époque quand même, hein. Ce mec a perdu 2 frères. Il est là, il va voir le président, enfin, il va discuter avec le président et tout. En dialogue avec les communautés victimes de l'histoire. Jean-Marie Tjibaou, malgré les désaccords, a tendu la main aux autres communautés pour imaginer un destin commun,
Une situation qui rappelle celle de l'Afrique du Sud. En 1988, les accords de Matignon sont signés pour permettre aux communautés de dialoguer et de se reconstruire avec un rendez-vous dans 10 ans pour décider de leur destin. Mais en 1989, Jean-Marie Djibaou est assassiné par des Kanaks radicaux qui lui reprochent d'avoir accepté de collaborer avec les Caldoches. Ah, ok. Mais le processus ne s'arrête pas. En 1998, indépendantistes, loyalistes et colons métropolitains se retrouvent pour signer les accords de Nouméa. Ces accords reconnaissent les droits des Kanaks, la légitimité des Caldoches et des immigrants et officialisent la citoyenneté calédonienne. On décide de geler le corps électoral. Les citoyens calédoniens sont ceux qui vivaient sur le territoire avant les événements de 1988. Ceux arrivés après n'ont pas la citoyenneté. Ok. Maintenant que la Kanaki-Nouvelle-Calédonie est séparée de la France, elle doit décider de son destin. 3 référendums réservés aux citoyens calédoniens vont donc être un peu en mode Yasser Arafat. Oui. Organisés. En 2018, le premier référendum donne 56,67% de non à l'indépendance. En 2020, le deuxième référendum donne 53% de non. L'écart est... C'est là qu'ils ont commencé à bader, quoi. De plus en plus serré. Les indépendantistes sont confiants pour que le oui l'emporte pendant le 3e référendum. Ils pensent trouver les voix manquantes parmi les Kanaks. Sur proposition des loyalistes, le 3e référendum est fixé au 12 décembre 2021, avant l'élection présidentielle française. Mais les indépendantistes, eux, contestent. Ils veulent l'organiser en 2022. En plus, la pandémie de Covid-19 ravage les Kanaks, rendant la campagne impossible. Comme en 1987, le FLNKS choisit une technique non violente et appelle au boycott. Résultat, le 3e référendum donne 97% de non à l'indépendance. Il est évident que les indépendantistes n'ont pas voté. Ils demandent donc de recommencer ce référendum dans... Attends, oui, les chiffres de l'abstention, là. 14, 19, ouais, l'abstention, elle a baissé de zinzin. Évident. Résultat et abstention en 2021. Ah ouais, l'abstention, elle a explosé à nouveau, là. Ouais, ok. Que les indépendantistes n'ont pas voté. Ils demandent donc de recommencer ce référendum dans de meilleures conditions. Les loyalistes, cependant, considèrent la victoire officielle et souhaitent resserrer leurs liens avec Paris. De leur point de vue, les indépendantistes ont boycotté pour repousser l'échéance car ils étaient sûrs de perdre. Si on considère que la Kanaki-Nouvelle-Calédonie a officiellement décidé de rester française, les loyalistes ont hâte d'officialiser leur entrée dans la République. Mais quelle est la procédure à suivre ? Si les référendums avaient fait consensus, les citoyens calédoniens auraient pu venir vers la France avec une proposition claire. Mais puisque les avis sont divisés, les loyalistes ont décidé de passer en force. Ils appellent la France à la rescousse. Celle de 2021 aurait dû être invalidée, bah oui. 2022, Emmanuel Macron nomme au gouvernement Sonia... La meilleure manière c'est de refaire un vote. Hein. La meilleure manière d'apaiser la situation, c'est de refaire un vote, là. Backes, une des leaders loyalistes. Il soutient ensuite le projet de loi du député loyaliste Nicolas Metzdorf. C'est lui qui demande le dégel du corps électoral. L'universalisme. Pourquoi invalider, j'ai pas écouté? Parce que c'était pendant la période du Covid et que les Kanaks ont demandé à ce que ça soit repoussé. De la même manière que les élections municipales avaient été repoussées en France, hein, rappelle, pendant la période, parce que y avait des morts, que les gens voulaient pas sortir de chez eux, que la situation était un peu badante en fait. Et c'était pareil pour les Kanaks, en fait, ils avaient beaucoup de morts de leur côté. Ça avait particulièrement fait des ravages chez eux. Ils voulaient pouvoir enterrer leurs morts, et ils n'étaient pas dans un temps de campagne, en fait. Le Covid, c'est difficile. Enfin, je veux dire, leur campagne, elle se fait pas de la même manière que chez nous, sur Twitter, ou des trucs comme ça. Elle se fait au porte-à-porte. Ils ont beaucoup de bureaux de campagne dans les villes, dans les villages. C'est comme ça qu'ils arrivent à convaincre les gens, en allant discuter. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, dans un contexte de Covid, c'est dur, voire quasiment impossible de faire ce travail-là. C'est pour ça que ça aurait pas dû être validé. C'est que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a actuellement une volonté de hiérarchiser les gens en fonction de leur... Nicolas Metzdorf, putain, il faut que je retienne son nom à lui. Couleur de peau, en fonction de leur lieu de naissance, en fonction de leurs ancêtres. Ah. Et vous savez, pendant les événements de 84-88, il y avait une phrase qui vient d'ailleurs des mouvements indépendantistes, mais que nous reprenons aujourd'hui à notre compte. Il y avait une phrase qui disait « Le plus dur, ce n'est pas de mourir, c'est de se sentir étranger dans son propre pays. » Oh.
Les députés de gauche des Outre-mer accusent la France de colonialisme. Si jamais la mèche que vous allumez explose, est-ce que vous allez continuer à dire que le vote de ce projet de loi est un vote d'apaisement? Quand allez-vous enfin reconnaître vos erreurs? Vous êtes arc-bouté dans votre posture coloniale. La posture coloniale que vous évoquez, vous pouvez ne pas me la dire à moi, dont je suis petit-fils de colonisé. Ah, sale chien, j'avais pas vu sa réponse. Oh. Oubliant qu'on peut très bien être descendant de colonisés et soutenir le colonialisme. Finalement, le projet de loi est voté. Si ce projet passe, près de 42 000 loyalistes entreront dans le corps électoral et décideront du destin de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. L'équilibre sera définitivement en faveur des loyalistes, et la Kanaky Nouvelle-Calédonie sera une colonie de peuplement réussie, comme l'Australie, comme le Canada. Alors pourquoi aller si vite ? Entre les accords de Matignon en 88 et aujourd'hui 2024, 36 ans seulement se sont écoulés. Merci Cassé Kaériste. Après 200 ans de colonisation, les Kanaks n'ont eu qu'une brève période de 36 ans pour réussir à participer au gouvernement de l'archipel. Et déjà, cette opportunité semble se refermer. Le FLNKS et d'autres organisations se rassemblent au sein du CCAT. Comme en 1984, ils reprennent les armes, barrages, milices d'autodéfense, intervention du GIGN et de l'armée, pénurie. Comme en 1985, ce sont des Kanaks qui sont tués, notamment le jeune Djibril, dont on a l'histoire sur un article de Mediapart, des Kanaks déshumanisés par les grands médias. Des médias qui ne parlent que de la peur des caldoches et des métros. Je ne veux pas minimiser le stress et la peur ressentis par les métros et les caldoches depuis le 15 mai, ni leur douleur et leur traumatisme de voir leur maison... Je pète les plombs, là, je vais faire une connerie comme manger une vieille, je le sens. Mais les gens, en fait, pour vous rassurer, moi je préfère 100 fois... En fait, je préfère vivre à une époque où toutes ces choses ressurgissent de manière vive et nous interrogent et nous font bader, qu'à une époque où... Globalement, tout était fait pour qu'on soit un peu dans l'ignorance de toutes ces questions-là. Personne se politisait, les choses étaient molles. Moi, je veux dire, la violence de l'Occident, elle est à l'image du fait qu'elle est quand même mise en péril en ce moment. Et c'est rassurant. Rassurez-vous. Enfin, vous n'êtes pas heureux quand même. Ok, c'est une époque violente et ça fait péter des câbles, mais vous n'êtes pas heureux d'être là, en fait, genre pour vous sentir du bon côté de la barricade. Enfin, c'est voilà, aimer la vie un petit peu, genre. Quand on a l'impression qu'on peut rien y faire, c'est enrageant. Bah oui, je sais, bien sûr. Mais comme toutes les manifs palestines, enfin, oui, bien sûr que t'as envie d'hurler. Mais bah écoutez, on fait comme on peut, quoi. Genre une chose à la fois et puis. Brûlés. Mais il faut regarder l'histoire avec du recul. Toutes les insurrections anticoloniales ont le même schéma, que ce soit en Haïti, en Algérie, dans toute l'Afrique. Ce type de récit médiatique sert à attiser la terreur chez les dominants. Ils ont peur de la vengeance des dominés. C'est un scénario médiatique très binaire qui ne correspond pas à la réalité. Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai dit qu'aujourd'hui on faisait que bader. Ah putain, moi aussi j'ai envie de bouffer une vieille là, ouais. Puisque sur le terrain, il y a des Kanaks tout aussi terrorisés dans leur maison, il y a des Blancs qui soutiennent les indépendantistes, il y a des descendants vietnamiens qui essayent de protéger leurs biens. Bah oui, la situation est complexe. Sur le terrain, la situation est plus complexe et plus nuancée. Ah oui, merci. Les bouffons qui sont là en mode oui, il faut les virer comme les pieds noirs. Arrêtez, en fait. Ah là là, le gauchisme. Vous comprenez pas le sujet. Même moi, je comprends pas bien la situation. Même moi, là, j'écoute sa vidéo, j'apprends 1000 trucs. Je connais mal le sujet. Je me suis formé un peu, là, ces derniers temps, pour essayer de comprendre et pouvoir en parler. Mais d'oser, quoi. C'est vraiment à vouloir balancer des slogans, là. C'est bon, hein. Vous allez l'avoir, votre cookie de gauchiste. Hein. On a compris que vous étiez antiraciste. C'est bon, hein. Mais les médias préfèrent polariser par la terreur. Je suis menacé de mort parce que je suis un des leaders non indépendantistes sur place, mais je crois qu'aujourd'hui, tous les Calédoniens qui vivent dans Nouméa, dans le Gros Nouméa et même au-delà sont aussi menacés de mort quelque part. Et grâce à cette terreur, les citoyens de métropole soutiennent aveuglément la répression coloniale. On est quand même relativement content que les forces armées soient arrivées ici pour nous donner un petit coup de main. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils viennent plus tôt? Est-ce que vous vous dites qu'il y a eu peut-être une sous-estimation de ce qui se passait? Une sous-estimation, oui. Allez manger des vieilles, allez-y. Mais oui, je fais oh non, putain, bah oui, je fais le jeu de Macron. Et alors, vous allez faire quoi?
Vous allez faire quoi? Moi, vous pouvez pas m'atteindre. Venez me chercher. Il me reproche quelque chose qu'ils viennent me chercher. On légitime les milices d'autodéfense, on minimise les assassinats commis par des Blancs. On appelle ça miliciens, mais en fait, le terme n'est pas vraiment approprié. Ce serait plutôt des citoyens qui défendent leur vie et leurs biens. On est assiégés. Bah pourquoi t'es flouté, gros? En fait, on est assiégés. Après, avec ta petite mèche, là, on peut te reconnaître dans la rue, toi. La gauche demande le retrait du texte pour rouvrir le dialogue, pour apaiser les choses, pour calmer les tensions sur place. J'essaye de ne pas avoir de haine. Qu'avez-vous dans votre cœur ce matin, monsieur? Ah, ce bâtard, il a fait une rêve. Oh ah. Je vais où? J'essaie de ne pas avoir de haine. Devant cette demande, C'est parce vraiment que chiant. ça voudrait dire que ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui saccagent, ceux qui menacent, ceux qui blessent, et peut-être ceux qui tueront, auront eu raison. N'oublions pas la réalité, ce sont des Kanaks qui ont été tués. Le seul Caldoche mort avait ouvert le feu en premier après de multiples sommations. Et les gendarmes morts n'ont pas été tués par des Kanaks. Alors pourquoi le discours médiatique continue-t-il à criminaliser et déshumaniser les Kanaks indépendantistes? Pourquoi met-il en avant un prétendu racisme anti-blanc? Parce qu'ils sont bêtes. Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de réflexion, c'est bas du front, quoi. Pour qu'il y ait racisme anti-blanc, il faudrait que les blancs soient sous-représentés politiquement, économiquement, médiatiquement, que les forces de l'ordre soient kanaks et violentent les blancs en toute impunité, que les milices kanaks tuent des blancs sans craindre la justice, que la langue kanak soit la langue officielle, qu'on utilise une monnaie kanak, que les blancs soient discriminés à l'embauche et au logement, qu'on leur apprenne à détester leur accent, leur couleur de peau, leur culture, et que tout ça servent à maintenir un projet colonial kanak. Ah oui, c'est ça le racisme. On est très loin de cette situation, qui n'existe d'ailleurs dans aucun pays anciennement colonisé. Autrement dit, la domination raciste n'est pas en train de s'inverser. Au contraire, en mettant en avant les insultes racistes anti-blancs, les colons légitiment encore plus la répression blanche et augmentent la violence de la domination raciste sur les Kanaks. Alors pourquoi on a cru que la domination raciste s'était retournée ? Pour expliquer pourquoi ce genre de retournement ne choque personne aujourd'hui en France, je vous propose mon avis. Parce que le racisme provoque le racisme, c'est le pire avis. Waouh, c'est le pire avis. Personnel, appuyé sur les pensées de Frantz Fanon dans le livre Les damnés de la Terre, et surtout dans son texte Racisme et culture. Je m'inspire aussi d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, d'Albert Memmi dans Portrait du colonisé, portrait du colonisateur, et de Colette Putain, je l'ai pas lu celui de Memmi, tout le monde en parle là. Guillaumin dans L'idéologie raciste. Depuis 60 ans, mais en fait, les gens qui disent le racisme provoque le racisme, en fait, vous avez pas conscience de ce que c'est le racisme. Hein. C'est des scientifiques qui travaillent à te faire des schémas sur de la craniométrie là, pour t'expliquer que le crâne des singes, ça ressemble, mais par mimétisme. Mais est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu des noirs pour faire des comparations de crânes de blancs pour dire que les blancs sont inférieurs et tout ça? Je veux dire, les seules occurrences où il y a eu un peu les prémices d'un truc comme ça, c'est des espèces de, je sais pas moi, des espèces de sectes rastafari un peu bizarres en Jamaïque, où globalement ils sont 3 pélos derrière des murs en bois et ils ont dit que globalement les noirs sont supérieurs. C'est tout ce qui est arrivé. On n'a pas des pays entiers, des systèmes entiers, des économies entières qui se sont mis au service d'un projet raciste. Ça n'a rien à voir. Tu comprends pas ce dont tu parles, gros. Il n'y a pas eu de racisme en retour. Limiter le racisme à sa dimension morale. On s'est contenté de chercher les petites racisme systémique, mais le racisme est systémique. Phrases et les insultes racistes de nos voisins pour les condamner moralement. Parce que cela permettait de pointer du doigt et de décrédibiliser le Rassemblement national et ses électeurs en priorité, mais aussi de décrédibiliser toute personne accusée de racisme. La majorité des politiques français, à droite mais surtout à gauche, ont donc instrumentaliser le racisme uniquement pour discréditer leurs adversaires politiques. Et paradoxalement, c'est ce Moi, je théorise la relation entre lèvres fines et raciste, du coup, je suis raciste. Moi, je pense que les... oh, je vais avoir une théorie horrible. Moi, je pense que les meufs lèvres fines fétichistes de Tinder peuvent être sauvées par leur fétichisme. Parce que qui sait? C'est prendre d'un noir parce qu'on pense qu'il a une plus grosse bite,
ça peut finir par une relation qui dure 3 ans et une meuf qui est initiée à l'antiracisme. Enfin bref, oui, bref. Il y a une pipeline. Qui a rendu l'argumentaire du Rassemblement national si efficace aujourd'hui. Take risqué. Bah, c'est la créolisation. Ouais, vous êtes là, c'est ça la créolisation. C'est du vécu, moufette. Non. Moi, j'étais pas spécialement fétichiste. Après, il y a un peu de ça qui m'est arrivé, mais dans des proportions différentes. J'étais pas spécialement fétichiste et je cherchais pas spécialement à sortir avec un mec noir parce que je me disais qu'il avait une grosse queue, je m'en battais les couilles. C'est une affaire de circonstances. Dans le racisme de son sens, il est devenu un simple jeu de mots utilisé pour gagner des points de morale dans des débats théoriques. Or, dans la réalité, nous sommes tous et toutes racistes car... Créolisation par le sexe, bah oui, faut l'assumer. Faut l'assumer un peu. Croyez-moi que l'extrême droite, ça les fait trembler, ça. La créolisation par le sexe. De morale dans des débats théoriques. C'est un de leurs sujets, ils font des cauchemars. Dans la réalité, nous sommes tous et toutes racistes car nous avons grandi dans une culture et un pays qui fonctionnent en partie grâce au racisme. La France est toujours aujourd'hui une puissance coloniale et le racisme est indispensable pour que cette colonisation fonctionne. Pour lutter réellement contre ce racisme, il faudrait donc commencer par une autocritique de chaque camp. Pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes et pas seulement contre les insultes racistes. Tant qu'on limite le racisme à une faute morale, Monsieur Metzdorf peut faire croire... Pareil, je sors qu'avec des noirs. Arrête de mentir, l'autre fois t'as dit que pendant 20 ans t'avais pas baisé et que tu voulais pas sortir avec des femmes parce que t'avais peur de leur faire du mal parce que t'étais un macho. Tu crois que je me rappelle pas de ce que les gens ils disent dans mon chat? Je me rappelle très très bien de ce que t'as dit, donc arrête de dire les seuls noirs que tu vois c'est sur un site porno, gros. Raciste. Tant qu'on limite le racisme à une faute morale, Monsieur Metzdorf peut faire croire que les insultes qu'il reçoit sont l'expression d'une domination raciste. Le sale blanc, les blancs dehors, rentrez chez vous. Alors oui, sale blanc est une insulte raciste puisqu'elle reprend les catégories raciales créées par le système de domination coloniale. Je condamne donc l'insulte sale blanc car il est urgent de sortir de la grille de lecture raciste. On pourrait trouver plein d'autres insultes plus pertinentes. Je suis sorti avec beaucoup de noirs, tant pis si tu le crois pas. Après c'est pas ma faute si tu réponds à des mails de scam de Côte d'Ivoire, gros. Ma fille est même métisse. Bon, ok. Mais t'es quand même le raciste du chat, gros. Il faut retenir, c'est que sale blanc et sale kanak ne sont pas des insultes équivalentes. Dans le monde réel dans lequel nous vivons, sale kanak exprime une domination raciste réelle, visible dans les statistiques et dans l'histoire. Tandis que sale blanc exprime une colère sans aucun pouvoir de domination. Non mais en vrai je suis un peu dur avec lui, mais il est là depuis des mois et des mois et des mois. Moi je l'aime bien, ça va. Désolé d'être un peu dur avec toi, gros. T'es là depuis longtemps, t'aimes bien. Tu as ta place ici. Et dans l'histoire. Tandis que sale moi je brosse personne dans le sens du poil sur mon chat. Blanc exprime une colère sans aucun pouvoir de domination. Une colère immédiatement réprimée par les forces de l'ordre colonial. Pour terminer, certains sont surpris de voir les indépendantistes kanaks revendiquer le droit de défendre leurs terres, de garder leurs racines, leur culture, leur religion. On lâche pas, jusqu'à qui va retirer le texte là, qui va voter. Là, non, on lâche pas. On reste jusqu'à s'il faut mourir, on reste là sur les barrages. Pourquoi les Kanaks peuvent-ils formuler de telles revendications alors que les nationalistes français sont accusés de racisme? Encore une fois... Merci Prusten. Oui, et puis en plus, ce que les gens comprennent pas, c'est que bien sûr que t'as envie de vouer ta vie à tenir une barricade quand il y a 50% de chômage, quand t'as aucun diplôme, quand personne veut t'embaucher, quand tu te fais chier chez toi et que ta daronne elle te le reproche, parce que bah quand bien même t'es un Kanak et quand bien même ta daronne elle te parle d'indépendance, elle te reproche quand même d'être un petit branleur chez toi. Bah là t'as trouvé un sens à ta vie, bordel, tu tiens une barricade avec tes potes. T'es prêt à aller jusqu'au bout? Bien sûr, une question de sens aussi quoi. Faut observer la réalité. Les Kanaks sont un peuple colonisé qui, après 200 ans de domination française, entrevoit enfin l'espoir de se libérer. Intégrer la République française signifierait perdre leur Sénat coutumier, leurs lois spécifiques et leur autonomie. Ils connaissent le sort des autres peuples intégrés dans des colonies de peuplement, comme les Premières Nations aux États-Unis et au Canada, ou les aborigènes d'Australie. En Kanaki Nouvelle-Calédonie, les colons métropolitains arrivent avec des salaires d'expatriés, des assurances, des voyages sécurisés. Ah ouais, moi ça m'a fait hérisser les poils de me rendre compte que des fois ils étaient payés 2 à 3 fois plus, hein. C'est fou quand même. C'est-à-dire, en plus c'est une carte postale.
Genre, tu vas passer des vacances et en plus de ça, on te paye 3 fois plus. Mais c'est une dinguerie, quoi. Des primes, les Kanaks n'ont pas peur d'un grand remplacement, ils luttent simplement contre la colonisation française depuis le XVIIIe siècle. Après, c'est un grand remplacement, là, pour le coup. Cela n'a rien à voir avec le militant nationaliste français vivant dans une métropole coloniale, protégé par ses lois, son armée et sa langue, et qui observe l'arrivée de migrants précaires, discriminés, persécutés par les forces de l'ordre. Ces migrants ne sont d'ailleurs pas envoyés par un État colonial, ils viennent souvent en France par rêve ou par nécessité, tandis que leur pays reste néocolonisé par la France. Alors d'où vient cette peur du grand remplacement? Selon Renaud Camus, l'inventeur du concept, le grand remplacement c'est une contre-colonisation. C'est ce qu'ont vécu les pieds noirs chassés d'Algérie, leurs églises. Donc ça peut pas être la colonisation tout court. Remplacées par des mosquées, leur langue reniée, leurs forces de l'ordre en déroute, les pieds noirs ont eu ce sentiment d'être grand remplacés dans ce qu'ils considéraient être leur pays, l'Algérie. Et ce Mais moi, mon avis, c'est que c'est le... c'est horrible, hein. Il y a des gens, ils vont faire un coma s'il y a des racistes. Moi, mon avis, c'est que vu que l'Occident est indéfendable, le seul bénéfice qu'a eu l'Occident, c'est d'être un carrefour de population. Et donc son destin, c'est d'être un carrefour de population. C'est d'être cet endroit où les gens circulent, où les gens s'installent et où il y a plein de gens différents qui habitent. Et donc, il y aura des mosquées, et donc il y aura des synagogues, et donc il y aura des... Voilà. Et moi, je veux vivre dans ce monde-là, moi. Moi, je veux... Pourquoi? Parce que, j'aime bien... J'aime bien être à Paris, j'aime bien aller dans un resto indien, et puis après, j'aime bien aller chez le Vietnamien, et puis après... J'aime bien faire mes courses et aller chercher des cacahuètes qui viennent du Togo. C'est bien, j'aime bien. Matisme, ils l'ont importé en France où ils ont peur de... Vous êtes citoyenne du monde, bah ouais, c'est trop bien. Voir la situation se reproduire alors que des migrants venus des anciennes colonies s'installent en métropole. Lisez le texte de Camus, vous allez voir, c'est vraiment la logique des colons vaincus. Dans le cas de la Kanaky Nouvelle-Calédonie... Vraie citoyenne du monde. Moi, j'ai jamais pris de vacances hors de France. Moi, je suis jamais sortie de France, j'étais trop pauvre. Moi, mon plaisir, c'est d'habiter dans un pays où je me dis, j'ai pas besoin d'aller visiter le monde vient à moi. Le monde est déjà là. Je peux parler avec des gens, ils ont plein de choses à me raconter. Je suis trop heureuse. Les Caldoches et les colons craignent un grand remplacement, et c'est pour ça que leur détresse résonne avec celle des nationalistes français. Au référendum sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. J'ai voté non. Pourquoi? Parce que je viens d'Algérie, je voudrais pas que la Nouvelle-Calédonie fasse comme l'Algérie. Mais ce que vivent les nationalistes français, les Caldoches et les Kanaks, ne sont pas équivalents. Les Kanaks ne vivent pas une contre-colonisation. Ils vivent une colonisation au sens premier du terme. C'est pourquoi les indépendantistes kanaks refusent l'ouverture du corps électoral tant qu'ils n'ont pas établi avec les autres communautés les bases d'un destin commun apaisé. D'ailleurs, je vous recommande Vous faites premier voyage, tu vas où? Où est-ce que j'ai envie d'aller si je peux voyager hors de France? Premier endroit que j'ai envie d'aller? Non, pas Japon. Moi, je dirais Italie. Tanzanie, ça me tente. Tanzanie, ça me tente. Mais après, j'ai un malus, c'est la transidentité, les gens. Je peux pas non plus passer toutes les frontières sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une fouille, s'il y a une demande de papier, bon. Désolé, mais bon. Pas Italie, ils sont fachos. Moi, ce qui m'intéresse en Italie, c'est la bouffe et c'est les paysages. Les paysages très... surtout les montagnes. Les montagnes en Italie. J'ai envie d'aller dans les coins un peu reculés d'Italie, moi. L'Italie, c'est trop beau. Bah, en fait, pourquoi? Parce que quand j'étais jeune et que je dessinais pour faire une histoire, notamment Clown Fou, les paysages qui m'ont le plus parlé pour construire mon histoire, c'est l'Italie. C'est les paysages un peu vallonneux, escarpés, avec des espèces de reliefs et en même temps très, très verdoyants d'Italie. Je me suis dit, ok, il faut qu'un jour dans ma vie, j'aille en Italie pour voir ces paysages-là, parce qu'il faut que je m'en inspire pour écrire mon histoire. Voilà. Même Rome, c'est banger. Bah apparemment, Rome, c'est pas mal. La Crète, c'est beau aussi. Clown Fou, tu peux montrer? Oh là là, les gens... ouais, bref, c'est une histoire que j'ai depuis longtemps sous la main, quoi. Je sais pas si j'ai grand... Ah, bah attendez. J'ai peut-être... J'ai peut-être des vieilles images qui traînent de l'époque où je dessinais des trucs sur Clown Fou. Est-ce que j'ai ça, moi? Attendez.
Hop. Je crois que j'ai ça, hein, en vrai. C'est vieux, hein. Ouais, à l'époque, quand je faisais des dessins, des recherches, je faisais ça. C'est un peu ça que je faisais, quoi. Bon, les gens, pardonnez, hein, le niveau de dessin, il est pas fou. Mais je faisais des... Bref, stylé. Bah, j'essayais d'avoir un peu une architecture de cirque, avec des paysages un peu comme ça. Et ça, c'est beaucoup l'Italie qui ressemble à ça. Nice quand même. Bon, je ferais mieux aujourd'hui, je pense, mais... Bref. Et du coup, je me suis dit, avec les l'Italie, quoi. Autres communautés, les bases d'un destin commun apaisé. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter les revendications... C'est du croquis, quoi. Ben, j'avais fait cette image aussi, attendez. Pour que vous compreniez un peu l'esprit du bail. J'ai fait ça. Voilà. Kung Fu. Avec les parapluies de feu. Les parapluies de feu, ils ont des combinaisons inifugées. Et ils crachent du feu avec leur lance, là. Là, c'est un baudrier, ici. Genre, il y a une flamme. Et du coup, ça fonctionne comme une armure inifugée. Et en fait, ils font comme des hoplites. Comme des hoplites, ils ont des parapluies et ils peuvent former un mur de bouclier et cracher du feu. Il est en mode Moebius. Mais ça, c'est vieux. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là que j'avais un peu, quoi. Des clowns ninja. C'est un peu l'idée. Elle est où l'essence? Bah, c'est surtout de l'alcool. J'aime bien. Ouais, bah voilà, j'ai un peu cette idée depuis longtemps, moi, Clown Fou. Bref, mais du coup, l'Italie, hein. Les indépendantistes. Bon, attendez, je remets parce que, hop. L'ouverture du corps électoral tant qu'ils n'ont pas établi avec les autres communautés les bases d'un destin commun apaisé. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter les revendications des indépendantistes. Ah, mais c'est clairement inspiré aussi du Japon. En fait, je veux m'inspirer à la fois de périodes médiévales un peu genre... bah, comme avec les Cathares, avec Florence, un peu cette période-là de médiévale. À la fois m'inspirer de tout ce qui est école de kung-fu en Chine et tout ça, avec le fait qu'il y ait plein de techniques différentes, plein d'écoles différentes, genre les parapluies de feu, c'est une genre d'armée régulière, mais qui est liée à une école. Et en fait, comme le cirque, il y a les acrobates, il y a les jongleurs, il y a les cracheurs de feu. Bah là, c'est pareil, mais avec des genres d'écoles de kung-fu un petit peu. Et voilà. Je m'inspire surtout de ça, quoi. Globalement. Setup en take ma monnaie. Bon, ça viendra un jour, hein, peut-être. Hein. Un destin commun apaisé. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter les revendications des indépendantistes. Vous verrez qu'ils ne demandent absolument pas de chasser les Blancs, ni de dominer les Caldoches. Ils ont des revendications claires et apaisées, et c'est pour ça que les grands médias ne leur donnent jamais la parole. Il faut laisser la place à la discussion localement, quoi. Et pas notre premier accord avec l'État français et les loyalistes locaux. C'est qu'on a la possibilité de discuter entre nous et on a le sens du consensus. Donc là, on a un État qui impose sa volonté et qui surtout met un processus, on va dire, de recolonisation du pays. Donc c'est le danger, c'est pas le danger de la démocratie, c'est le danger des disparitions d'un peuple. Il y a encore du travail. Pour nous, la décolonisation doit continuer. On ne peut pas, sur la base des 3 consultations, s'arrêter et dire qu'il faut inscrire maintenant la Nouvelle-Calédonie dans un statut définitif au sein de la République. D'autant plus qu'on n'a pas participé à la 3e consultation. Pour nous, reconnaître les résultats, c'est comme si c'est une insulte par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils ont vécu. On ne peut pas s'asseoir sur tout ce qui s'est passé et sur le sang qui a coulé. On ne peut pas en mettre un terme puisque, après 3 référendums, le processus de décolonisation, il doit se poursuivre puisque les Kanaks qui sont encore en marge. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas de référendum. On dit qu'il fallait reporter le référendum. Mais il faut que ce référendum ait lieu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire avec un corps électoral, etc. Donc, ouais, c'est ce qu'ils demandent en soi, c'est un nouveau référendum avec le corps électoral gelé, et puis ils font leur campagne, et puis ils gagnent, hein, je pense. Hein. Si à chaque fois on ouvre le corps électoral et puis qu'on refait les élections, ça va être difficile. Donc il faut qu'on recrée les conditions pour qu'il y ait un 3e référendum. Ouais, parce que pour nous, il n'a pas lieu. Et qu'on discute après sur une nouvelle forme de lien entre la France et le pays.
Peut-être que dans 60 ans, la Kanaki Nouvelle-Calédonie ouvrira son droit du sol lorsqu'elle sera indépendante ou française. Une chose est sûre, nous devons faire confiance aux citoyens calédoniens pour résoudre cette crise. Malgré leurs désaccords, ils ont toujours réussi à tracer le chemin vers un destin commun. La France n'a pas à imposer son rythme dans un pays qu'elle doit aider à décoloniser. C'est d'ailleurs pour porter plainte contre la France... Blanc a organisé un long débat avec plusieurs protagonistes sur ce sujet, si ça t'intéresse. Bah, je suis curieuse de voir les protagonistes, quoi, mais bon. À l'ONU, que les indépendantistes kanaks se sont rapprochés de Je pense pas qu'il ait spécialement fait un truc très ouvert, quoi. l'Azerbaïdjan, qui était le chef de file des pays non alignés jusqu'en 2024. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire, par exemple sur la crise du nickel qui impacte aussi cette situation, sur l'interdiction brutale de TikTok, mais on va terminer cette vidéo. On a beaucoup parlé d'histoire, mais aujourd'hui c'est à nous de l'écrire. La balle est dans notre camp. Souvent on me demande, mais les gens à l'époque, ils étaient tous d'accord avec la colonisation ? Je vous retourne la question. Aujourd'hui, en 2024, quelle est votre position? Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la complexité de la situation coloniale dans laquelle se trouve la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Le racisme et le colonialisme sont le résultat d'une histoire réelle, ils ne peuvent pas être inversés en quelques années. Dans aucune ancienne colonie, on observe la mise en place d'un système de domination raciste où les blancs sont dominés en tant que groupe social. Et ce n'est pas en Kanaki Nouvelle-Calédonie que ça va commencer. Pour éviter ces pièges, il est urgent de se renseigner sur la réalité de l'histoire coloniale, de sortir du monde binaire proposé par les colons, et de ne pas se contenter de critiquer moralement les méchants racistes. Remettons-nous en... Le big deal avec la Kanaki, c'est qu'apparemment c'est 25% des ressources mondiales de nickel. Bah oui, ça permet à la France d'entrer en concurrence directe au niveau de la production avec la Chine. Voilà, c'est ça l'enjeu aussi régional. Question. Nous sommes citoyens d'une puissance coloniale. Ça lui permet littéralement de vendre du nickel à la Chine. En 2024. Même en tant que noir, puisque je suis français, je bénéficie de certains privilèges de ce système de domination. Alors qu'est-ce que j'en fais? Je vous pose la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes peut-être d'accord avec ce que j'ai dit, peut-être pas. N'hésitez pas à lâcher des commentaires constructifs pour qu'on apprenne tous et toutes ensemble. Comme je l'ai dit, la situation est plus complexe que simplement l'angle raciste, mais je crois qu'il était important de prendre le temps de l'étudier. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous... Et ouais, merci Someboy, merci Histoire Crépue. Soutenez Histoire Crépue, ou alors soutenez ma